je me suis rendu compte trop tard que dans l'émotion de vous retrouver la semaine dernière, j'avais omis de vous présenter mes vœux pour l'année 2024 qui commence. Je veux donc réparer cet oubli et les adresser non seulement à vous qui êtes présents dans cet amphithéâtre Marguerite de Navarre, mais aussi à tous ceux qui participent à distance grâce aux vidéos qui sont désormais accessibles sur YouTube. Vous êtes déjà plus de 1800 à l'avoir fait pour le cours de la semaine dernière, et cette fidélité d'internautes que je ne rencontre pas me va également droit au cœur. Le Collège de France remplit de cette manière sa mission bien au-delà du 5e arrondissement de Paris, et il faut être reconnaissant à la Fondation du Collège de France pour son soutien. Lors du cours d'introduction du 15 janvier, j'ai cherché à montrer que le souci de la justice, loin d'être limité au roi de Mésopotamie centrale et méridionale, était un élément fondamental dans la totalité du Proche-Orient amorite, et nous avons pour cela examiné plusieurs textes, que je vous rappelle brièvement, un fragment de tablette scolaire de Hazor en Galilée contenant des lois relatives au mauvais traitement subi par un esclave, une prophétie du dieu de l'orage rédigée en Syrie du nord-ouest à Alep, un serment d'alliance et des lettres retrouvées au cœur de la Mésopotamie à Shubat-Enlil. Deux éléments peuvent être ajoutés en ce qui concerne Marie. On peut d'abord rappeler qu'aux alentours de 1900 avant notre ère, le roi Yardounlim construisit un temple au dieu soleil Shamash, le dieu de la justice. Le bâtiment a été fouillé par André Parrot lors de sa 9e campagne en 1953 et son épigraphiste, Georges Dossin, a publié peu après les briques de fondation qui avaient été alors découvertes. On peut également citer la pétition d'un scribe adressée à Zimrilim que j'ai publiée en 1992. Dans l'adresse de cette lettre bilingue très particulière, le roi de Marie est défini comme celui, je cite, « dans la main de qui Shamash, roi du ciel et de la terre, seigneur du temple et Babar, qui décide du destin pour toute l'étendue du ciel et de la terre, Dieu juste, dont la parole est respectée et dont aucun Dieu ne change l'ordre, a placé un sceptre de justice et à qui il a donné de vastes pays à gouverner. » Et on retrouve ici le lien entre la justice et les pays qui sont donnés par la divinité à gouverner, comme on l'avait vu dans la prophétie du dieu Hadou d'Alep. Ici, on a exactement la même rhétorique que dans le sud de la Mésopotamie, avec la figure du dieu Shamash, signe qu'au XVIIIe siècle avant notre ère, l'idéologie de la justice était identique dans l'ensemble du Proche-Orient. J'avais achevé le cours en esquissant la démarche qui sera suivie cette année et en indiquant que nous commencerions par le droit des personnes. Dans la séance d'aujourd'hui, nous essaierons de voir comment un individu était défini dans la société en Haute-Mésopotamie au XVIIIe siècle. Nous commencerons par étudier les statuts juridiques des personnes. Nous verrons ensuite comment les individus étaient rattachés à une tribu et ou à une localité, et nous terminerons par l'analyse des moyens de contrôle dont disposaient les autorités. Il nous faut commencer par définir les différents statuts juridiques qui existaient alors. Les variations qu'on trouve, en particulier dans le Code de Hammurabi, ont conduit les juristes pendant longtemps à considérer qu'il y avait dans la Mésopotamie du début du 2e millénaire 3 catégories d'individus. Les esclaves, Wardum en babylonien, les simples sujets, Mushkenum, et l'élite, Awilum, le mot signifiant par ailleurs simplement homme, quelqu'un. On se fondait sur des séquences de lois dans le code de Hammurabi, telles que celle-ci. Si un Awilum a crevé un œil à un Awilum, on lui crèvera un œil. S'il a brisé un os à un Awilum, on lui brisera un os. S'il a crevé un œil ou brisé un os à un Mushkenum, il paiera une mine d'argent. S'il a crevé un œil à l'esclave d'un Awilum ou s'il a brisé un os à l'esclave d'un Awilum,
il paiera la moitié de son prix d'achat. On voit que la peine n'est pas la même selon le statut de la personne blessée par la Wilum. S'il s'agit de quelqu'un du même rang, on appliquera le talion. C'est une question d'honneur qui ne peut être restaurée que si le coupable subit la même mutilation que la victime. S'il s'agit d'un mushkenum, il y a versement d'une compensation financière à la victime. S'il s'agit d'un esclave, le coupable doit verser la moitié de sa valeur à son propriétaire, l'esclave ne recevant rien puisqu'il appartient à autrui. La situation paraissait assez simple. Mais Fritz Rudolf Krauss a mis en garde contre cette vision tripartite. Pour lui, ces dénominations sont en réalité relatives. L'esclave est un wardum vis-à-vis du maître auquel il appartient. Mais les fonctionnaires palatiaux, du bas en haut de l'échelle hiérarchique, se définissent comme wardum par rapport au roi. Et le roi lui-même se définit comme wardum par rapport au dieu. Le contraste entre awilum et wardum distingue donc l'homme libre de l'esclave, mais dans ce cas-là, les mushkenum sont compris dans les awilum. Mais quand on distingue entre awilum et mushkenum, alors on aura une opposition entre l'élite palatiale et les simples sujets. Selon Krauss, je cite, « Là où mushkenum en tant que collectif s'oppose à ekallum, il désigne l'ensemble de la population libre de l'État, vue du point de vue de l'État. » Ces conclusions ont été partiellement critiquées par Reuven Yaron dans sa deuxième édition des lois des Shtuna, qui n'a pas beaucoup retenu l'attention. Et la dernière contribution sur ce thème est due à Eva von Dassault dans les actes de la 55e rencontre assyriologique de Paris de 2009, et donc nous allons revenir en détail sur cette question essentielle. Qu'est-ce que la liberté ? L'historiographie considère généralement que ce concept et cette réalité sont absents du Proche-Orient en général. Je vous renvoie à une autre étude de Eva von Dassault qui s'est livrée à une critique incisive tout à fait légitime de cette question. Elle rappelle que ce sont les auteurs grecs, notamment Échille et Hérodote, qui sont à l'origine de cette opposition entre les orientaux soi-disant esclaves et les Grecs libres. Je la cite, « Leur description des sujets du roi perse en tant qu'esclave a été généralisée comme une description de la structure sociale du Proche-Orient ancien et a été rétroprojetée dans l'Antiquité la plus lointaine. L'État oriental est né totalitaire et dès sa naissance, la population s'est automatiquement soumise, formant des strates de serviteurs et de maîtres. La formulation moderne de cette idée a été énoncée de manière classique par Moses Finlay dans son article « Between Slavery and Freedom » de 1964. Selon Finlay, le concept de liberté n'existait pas dans la société du Proche-Orient antique, qui ne connaissait que des gradations de statut dans une hiérarchie des différents degrés de servitude. La liberté a été inventée dans le creuset de la cité grecque. Et la suite de l'étude d'Eva von Dassault remet en cause cette vision. Un colloque sur l'esclavage domestique s'est tenu à Chicago il y a une douzaine d'années, mais jusqu'à présent, aucune étude n'a porté spécifiquement sur l'esclavage en Haute-Mésopotamie, l'étude de Jean-Marie Durand de 2012 portant sur toute la documentation paléo-babylonienne. Nous verrons qu'il ne semble pas y avoir de spécificité régionale sur ce point. Du point de vue juridique, l'existence de l'esclavage n'est pas à mettre en doute. Et la marque la plus visible de ce statut, c'est le fait qu'un individu ait un droit de propriété sur un autre et puisse donc le vendre de la même manière qu'il vendrait un champ ou une maison. Et parmi les textes de Marie ou de Terka, on trouve de fait plusieurs contrats de vente d'esclaves. Les nomades soutéens s'étaient spécialisés dans le trafic d'esclaves. Dans une sombre affaire concernant 2 étrangers venus du Zalmakoum,
le roi de Mari Zimrilim aurait donné l'ordre suivant: ces individus, il faut qu'on les vende à des soutéens lointains, soit à des Yarmamous, soit à des Almoutous, ou même dans le grand désert, là où on n'en entendra plus parler sans qu'ils puissent rejoindre leur pays. Mais le gouverneur de Sagaratoum, à qui le roi s'adressait, estime l'ordre inapplicable et proposa au roi cette solution. Il faut plutôt leur crever les yeux pour qu'ils fassent la mouture dans l'ergastule ou leur couper la langue à tous les deux afin que leur affaire ne puisse s'ébruiter. Nous aurons l'occasion de reparler de ce lieu de privation de liberté, comme on dit aujourd'hui, qu'était le Néparoum. Les Soutéens sont, d'après leur nom, des gens du sud. Ils occupaient tout le désert depuis l'Euphrate jusqu'à l'Arabie saoudite actuelle. Ce commerce des esclaves était manifestement contrôlé par les autorités. En témoigne une autre lettre de Yakimadou. Halakoumou, un bédouin, a vendu dans le pays de Hit un esclave à des Soutéens. Il conduisait 2 ânes et 3 moutons qui en représentaient le prix. Lorsqu'il avait fait passer par ici cet esclave en direction de Hit, Sagaratoum étant très en amont de Hit sur l'Euphrate, les patrouilles ne l'avaient pas remarqué. À son retour, ils ont saisi les 2 ânes et les 3 moutons et ils me l'ont conduit. J'ai réprimandé Halakoumou pour l'esclave qu'il a vendu à des Soutéens. Il m'a répondu: j'ai vendu en pays étranger un esclave que j'avais acquis en pays étranger. Qu'as-tu à me reprocher ? Hit, en effet, était la marge de l'État babylonien. Et finalement, Yakimadou envoie l'individu et ses ânes au roi, qui devra statuer sur le cas. Et ce texte est loin d'être le seul qui montre que l'achat d'esclaves se faisait le plus souvent à l'étranger. Comment reconnaissait-on les esclaves ? Plusieurs signes marquaient leurs conditions. Ce pouvait être une coiffure spéciale, on rasait la totalité des cheveux en ne laissant subsister qu'une mèche appelée abboutoum. Ne pas le faire exposait à des problèmes en cas de fuite de l'esclave, comme le montre cette lettre de Yamtsi Radnou, roi de Karat, à Tilabnou, roi du pays d'Apoum. Le porteur de ma présente tablette a racheté pour de l'argent à des mercenaires Nizari, homme de Rumshum, puis il l'a laissé aller librement. Il ne lui a pas rasé la tête et ne lui a pas placé de longe. À présent, cet homme s'est échappé. Toi, donne des ordres pour qu'on lui rende son esclave et que le propriétaire de l'argent ne soit pas lésé. Alors dans cette lettre, on voit clairement que le verbe gushurum ne doit pas être traduit par libérer au sens juridique du terme, mais simplement ici laisser libre de ses mouvements. Après son rachat, le prisonnier est toujours esclave, non plus de celui qui l'a capturé, mais de celui qui a versé la rançon. Et il ne retrouvera la liberté que lorsque sa rançon sera remboursée à celui qui l'a versée. Jesper Eidem, qui a édité ce texte, a considéré Appatoum comme une variante de Abboutoum. Et c'est partiellement philologiquement difficile. Et par ailleurs, on remarque qu'il est déjà question de raser la tête avant la mention de l'Appatoum. Donc ce serait quelque peu redondant. Il me semble donc préférable de considérer qu'on a ici affaire au mot Appatoum, qui veut dire longe ou reine. Et on sait qu'il arrivait qu'on perce le nez des esclaves pour y installer un anneau où l'on passait une corde. On a donc ici 2 aspects, l'un qui est symbolique, la coiffure qui permet de repérer qu'on a affaire à un esclave, et puis l'autre pratique, la longe, qui évite que l'esclave prenne la fuite. Les esclaves pouvaient aussi être entravés par une sorte de carcan, kurtsum, qui peut être en bois ou en métal, ou encore par des sortes de chaînes, mashkanoum, qui pouvaient éventuellement être ouvertes, mais qui pouvaient peser jusqu'à plus de 2 kg de bronze. Et la lettre d'un devin est à cet égard bien intéressante. Selon les directives de Monseigneur,
j'ai fait l'interrogation oraculaire à propos des esclaves à qui on a imposé la mèche abboutoum, des entraves courtsoum et une chaîne mashkanoum. Et la suite de la lettre cite le libellé précis de l'interrogation oraculaire, c'est-à-dire la question que l'on pose au Dieu au moment où l'on sacrifie l'animal dans le foie duquel on va lire la réponse du Dieu. Et c'est formulé ainsi: si relativement à sa mèche, ses entraves et sa chaîne, un esclave, wardoum, soit du palais, soit d'un mouchkenoum, doit se faire raser sa mèche, doit se faire briser ses entraves, doit se faire défaire sa chaîne, et alors aller à l'intérieur de la ville, que les présages soient favorables. Donc on envisage la possibilité de la libération d'esclaves. Et ce texte a l'intérêt de montrer que ces marques imposées aux esclaves n'avaient rien d'irréversible. En cas de libération d'un esclave, son abboutoum pouvait être rasé, et à partir de ce moment-là, la chevelure repoussait de manière égale, son courtsoum pouvait être brisé, et les chaînes qui l'entravaient ouvertes. Alors, il semble bien qu'ici, cette question divinatoire soit à comprendre de manière symbolique, comme envisageant les différentes façons de marquer un esclave en tant que tel. Dans la vie courante, les entraves ou les chaînes n'étaient mis aux esclaves que pendant leur déplacement ou si l'on craignait qu'ils prennent la fuite. Cependant, certains textes montrent que prouver le statut d'esclave d'un individu pouvait poser problème. Il s'agit notamment d'une lettre publiée naguère par Nele Ziegler. Je cite: « Au sujet de Kaalan, concernant lequel Monseigneur m'a écrit en ces termes, que ton serviteur vienne avec lui. Cet homme est esclave d'une femme consacrée, Kadishtoum. Lorsque son père avait consacré la jeune fille Kadishtoum, et lorsqu'il l'avait vouée pour être une Kadishtoum, comme sa dot et son héritage inaliénable, Kaalan lui fut donné en cadeau. Cet homme est un esclave, Wardoum. Il n'est pas le fils d'un homme libre, Mar Awilim. » On a donc affaire ici à une situation assez classique. Un père voue une de ses filles à une divinité comme prêtresse et il la dote, et en l'occurrence, il lui attribue un esclave avec comme but que cet esclave la soulage de tous les soucis matériels de sa maisonnée. La lettre se poursuit ainsi. Lorsque son maître, le père de la jeune fille, mourut, Idin Maïloum le trompa, c'est-à-dire trompa Kaalan, l'esclave, en disant « Viens, je veux t'adopter comme fils ». Il, c'est-à-dire Kaalan, emporta alors les biens de sa maîtresse, à savoir un bœuf, 11 moutons et 20 corps, c'est-à-dire à peu près 2400 litres de grains, et Kaalan les donna à Idin Maïloum. Avec le fait qu'il lui attribua durablement les biens de sa maîtresse, Idin Maïloum rédigea un document concernant son adoption et il le fit sortir. Il, c'est-à-dire Kaalan, allait partir en voyage, la femme se mit en route, le saisit et cria « On m'a fait du tort !» Et elle de dire « Tu es mon esclave, que vienne celui qui t'a ôté de mon autorité. » Idin Maïloum vint et le saisit en disant « Tu es mon fils héritier, je t'ai adopté pour être mon fils. » Mais moi, écrit l'auteur de la lettre, je lui parlais ainsi. Est-ce convenable que l'on adopte pour fils l'esclave d'une femme consacrée qui n'est pas fils d'homme libre? Voilà ce que je dis à Idin Maïloum. À présent, je viens de l'envoyer chez Monseigneur, que Monseigneur réfléchisse à son jugement. La dame, la femme consacrée Kadishtoum, ne doit pas être lésée. L'individu est un esclave, ce n'est pas le fils d'un homme libre. Alors vous notez au passage la rhétorique que nous avons déjà rencontrée la semaine dernière. La plaignante s'écrie « Haptaku », je suis lésée, et je suis spoliée. Et le responsable a le souci qu'elle ne soit pas lésée avec la formule « la ihabbal ». La formulation est claire. Le problème vient du fait que Kaalan est esclave de naissance. Ce n'est pas un homme libre réduit en esclavage.
On aura l'occasion de revenir sur cette lettre lorsqu'on parlera de la dot, de l'adoption et de la procédure judiciaire. Je veux aujourd'hui souligner la dernière phrase du texte qui montre toute l'ambiguïté du mot awilum. Dans la même phrase, il peut désigner à la fois un individu, quel que soit son statut, et un homme libre par opposition à un esclave. Et c'est ça, évidemment, la difficulté que nous rencontrons dans la lecture de certains textes. Comment pouvait-on prouver le statut d'un esclave ? Eh bien, en cas de contestation, on avait recours à un serment. C'est ce que montre cette lettre. Je cite, « Je leur ai imposé le serment par le dieu Ashtakuwa. Ils ont donné leur témoignage en prêtant un serment du dieu dans le temple d'Ashtakuwa et ils ont établi le statut de l'esclave. » Pour échapper à leur sort, les esclaves avaient comme principale solution la fuite. On note ainsi, dans un inventaire après décès, la mention de 2 femmes esclaves en fuite. Donc elles auraient théoriquement dû faire partie de l'héritage, mais elles ne sont pas là. L'extradition des esclaves fugitifs était d'ailleurs, nous l'avons vu la semaine dernière, une des clauses des serments d'alliance de l'époque. On voit donc qu'il existait bel et bien des esclaves au sens juridique du terme, et je citerai ici la définition du CNRTL, esclave, personne qui n'ait pas de condition libre et se trouve sous la dépendance absolue d'un maître dont elle est la propriété. Et pourtant, il faut souligner que le mot wardum se trouve dans des contextes où il décrit des situations différentes. On désigne par exemple parfois les plus hauts dignitaires proches du roi comme wardu rabutum, ce que nous traduisons généralement comme grand serviteur, considérant qu'il ne faut pas prendre wardum au pied de la lettre. Dans le contexte d'un rassemblement de troupes en vue d'une campagne militaire, Meptoum écrit ainsi à Zimrilim, « Au soir, Bardilim, Hamishagish, Kibridagan, Yakimadou et tous les grands serviteurs se sont tenus et j'ai procédé à l'inspection Pikitum de 1000 soldats. » Alors, 3 des personnages cités sont les gouverneurs des 3 grandes provinces du royaume de Mari, Bardilim pour Mari, Kibridagan pour Terka, Yakimadou pour Sagaratum, et il faut manifestement comprendre la suite comme « et tous les autres grands serviteurs ». Mais mutatis mutandis, il en va de même de nos jours lorsqu'on parle des grands serviteurs de l'État. Il n'est pas question d'individus appartenant au même corps que leurs chauffeurs ou les huissiers de leur ministère ou de leur préfecture. Eh bien, de la même manière, sur les légendes des sceaux, on y reviendra tout à l'heure, se décrire comme serviteur d'un roi ne signifie pas qu'on est son esclave, ça signifie simplement qu'on est directement au service du souverain. Autre cas difficile à régler, celui des warad et kallim. Faut-il traduire esclave ou bien serviteurs du palais? Autrement dit, ces gens-là sont-ils des esclaves ou des serviteurs de statut libre? Une lettre de Bardilim, le gouverneur de Mari, est particulièrement intéressante à ce sujet. Elle a trait à la conscription pour l'armée. Je cite, « Yassartel, homme de Rishamta, son cheikh Sougagoum avait complété avec lui le contingent. Mais Yassim Soumou l'a saisi en disant « C'est un Warad et Kallim, il est inscrit sur les tablettes du palais. » Ses frères ont déclaré qu'un frère à lui se tienne à la place de l'individu. À présent, en échange de cet individu, un frère à lui s'est tenu à la place de l'individu. Yassim Soumou a expédié son frère chez Monseigneur. Que Monseigneur enquête sur son cas. Si Yassartel est un serviteur du palais, il doit revenir au palais. Si c'est un fils d'homme libre, Marawilim, on doit compléter avec lui le contingent, que Monseigneur m'écrive ce qu'il en est. Donc on a clairement ici une opposition entre Warad et Kallim et Mar Awilim.
J'avoue n'être ici pas d'accord avec l'interprétation de Jean-Marie Durand, qui estime que Yassartel était un homme libre ayant volontairement conclu un contrat avec le palais. Il me semble qu'on a ici la même opposition que dans la lettre qu'on a vue précédemment, où il fallait savoir si Kalahalan était un esclave de la femme Kadishtum ou bien Marawilim, autrement dit, esclave ou libre. Et vous voyez par ce texte que si le personnage est un Marawilim, on peut l'envoyer à l'armée, mais pas si c'est un esclave, et nous savons en effet que dans les armées, on ne recrutait pas d'esclaves. Armer un esclave, c'est quelque chose qui peut être bien entendu dangereux. Et si on revient à la lettre du devin qu'on a étudiée tout à l'heure, eh bien vous voyez qu'il y a en effet l'idée que l'esclave peut être esclave du palais ou l'esclave d'un mouchkenoum. Alors je n'ai pas le temps de traiter le sujet dans plus de détails, mais je me contenterai de citer encore cette lettre qui dit « 25 esclaves, esclaves du palais, qui se sont enfuis du palais de Katunan, on les a attrapés à Harbou et on les a conduits chez Atamroum. Atamroum leur a mis des menottes et les a confiés à Yarira Aboum. » Ces 25 individus sont bel et bien des esclaves appartenant au palais, et en l'occurrence affectés au palais de Katunan, sur le Rabour, et ils sont traités comme des esclaves en fuite. Il me paraît impensable qu'on ait des Wara des Kalim qui seraient esclaves et d'autres Wara des Kalim qui seraient des hommes libres. Et donc, le roi était propriétaire d'esclaves et ceux-ci étaient affectés aux différents palais du royaume par Yassim Soumou, puisque celui-ci supervisait directement le fonctionnement économique de tous les domaines du roi dans l'ensemble du territoire. Alors, après Wardoum, on passe à Mouchkenoum. Question de méthode, est-ce que l'étude d'un terme doit commencer par prendre en compte son étymologie ? Ce n'est pas la meilleure façon de faire, mais c'est ce que beaucoup ont fait en ce qui concerne ce mot. C'est le participe du verbe shukenoum, qui veut dire s'incliner, se prosterner, d'où le sens dérivé se soumettre. C'est par exemple le geste que fait un roi devant la statue du dieu Dagan dans son temple de Terka. C'est également le geste que des officiels peuvent être amenés à faire en accueillant un roi étranger en visite. Un texte central pour définir les mouchkenoum est la lettre ARM 1448, écrite donc à nouveau par Yakimadou, qu'on aura beaucoup sollicité ce matin. En voici une traduction légèrement modifiée par rapport à celle que vous pourrez trouver sur le site Archibab. Lorsque Monseigneur s'est mis en route, voici l'édit qu'il délivra aux mouchkenoum. L'expédition que je dois entreprendre ne va pas durer longtemps. L'expédition que vous entreprendrez sera une opération de renfort, représentant 10 jours, 1 mois maximum. Jusqu'à ce que vous rentriez chez vous, ni lieutenant ni huissier ne pratiqueront d'autres réquisitions à l'encontre de vos maisonnés. Le gouverneur reprend la parole. Voilà l'édit que Monseigneur avait rendu. Or, Yassim Soumou m'a écrit ceci. Affecte à la corvée les bœufs des mouchkenoum, qu'ils battent le grain du palais. Tous les mouchkenoum doivent, et puis là il y a une cassure, et le gouverneur reprend la parole, comme les mouchkenoum avaient entendu les propos mêmes de Monseigneur relativement aux réquisitions à l'encontre de leurs maisonnés, je n'ai pas osé saisir leurs bœufs, puisque le roi s'était engagé à ce qu'il n'y ait pas d'autres réquisitions que le fait de partir en campagne militaire. Et la lettre se poursuit ainsi. À présent, Yassim Soumou m'a écrit ainsi. Voilà que je fais porter chez le roi une tablette de moi relative à l'affectation des bœufs des mouchkenoum à la corvée du battage des airs du palais. Si tu livres les bœufs des mouchkenoum et qu'ils battent le grain du palais, renvoie-moi ma lettre que je fais porter chez le roi. Sinon, si tu ne livres pas les bœufs, que ma tablette continue son chemin pour chez le roi. Alors,
Cette indication pour les tablettes se comprend parce que Yassim Soumou est à la capitale Mari, Yakimadou est à Sagaratoum, et Zimrilim était passé par Sagaratoum mais est parti plus loin pour faire campagne, donc la tablette suit cet itinéraire. On est au printemps, au moment de la moisson, qui est traditionnellement une période cruciale. D'un côté, on a besoin de toutes les forces de travail pour couper les céréales, les battre sur les aires et engranger le grain. Mais par ailleurs, c'est le moment des campagnes militaires avant que la chaleur rende impossible le déplacement des armées. Et ici, on a un cas typique de conflit d'autorité entre le centre et la périphérie. D'un côté, comme responsable des domaines royaux, Yassim Soumou souhaiterait que le gouverneur local réquisitionne les bœufs des Mouchkenoum pour battre le grain des domaines du palais. Et de l'autre côté, Yakimadou s'abrite derrière la décision rendue antérieurement par le roi, et la formulation montre que le souverain, ayant fait halte à Sagaratoum, avait énoncé en personne son édit devant la population. Sur le fond, cette affaire nous montre que les Mouchkenoum pouvaient à la fois être convoqués à l'armée pour participer à une campagne militaire et aussi être assujettis à des corvées. Mais plusieurs textes les distinguent clairement des Awilut et Kallim, ce qu'on peut traduire par personnel du palais qui travaillait sur les terres appartenant au roi. En témoigne par exemple cette lettre de Zakira Ramou. Il y a 2 ans, les terres cultivées du palais avaient une superficie de 450 arpents. La section d'Ilimatar est venue sur ces 450 arpents. Le personnel du palais et les Mouchkenoum ont moissonné 150 arpents, y compris le transport du grain sur l'air, alors que Ilimatar moissonnait 300 arpents, y compris le transport sur l'air. L'an dernier, 600 arpents ont été cultivés et les travailleurs, réservistes et isolés des districts de Mari, Terka et Sagaratoum, sont venus et ont moissonné 400 arpents, y compris le transport sur l'air, alors que le personnel du palais et les Mouchkenoum moissonnaient 200 arpents, y compris le transport sur l'air. Donc l'auteur de la lettre distingue d'un côté les militaires et de l'autre les civils, et au sein de ces derniers, on trouve à la fois le personnel du palais, Awilut et Kallim, et les Mouchkenoum. Ces derniers constituent donc la population libre qui, tout à la fois, ne dépendait pas du palais pour sa subsistance, mais par ailleurs pouvait être soumise à la conscription et à la corvée. Comment désignait-on l'élite ? Selon Krauss, les membres de l'élite palatiale étaient désignés par le terme de Awilum. Ce seraient, en quelque sorte, les hommes par excellence, par opposition aux Mouchkenoum. Mais dans les textes de Mari, on emploie d'autres mots, et en premier lieu, Wedum. C'est un mot qui dérive de l'adjectif qui signifie unique, et on le trouve par exemple dans les listes de présents plus ou moins spontanés apportés au palais, notamment au moment de la grande fête d'Ishtar. Ces apports, désignés comme Igisum, étaient effectués par la reine, les ministres, les gouverneurs, etc. Et on trouve aussi d'autres désignations. L'élite peut également être décrite comme Mar Damkoutim, littéralement fils de bons, c'est-à-dire de personnes de bonne naissance. Si l'on examine les listes des témoins des textes juridiques, on remarque que les individus peuvent être décrits de plusieurs façons. Par un nom propre seul, par un nom propre suivi du nom du père dans une civilisation qui ne connaît pas d'équivalent à notre nom de famille, un nom propre suivi d'un nom de métier ou d'un titre, et plus rarement l'indication de la localité, généralement après un groupe de témoins. Mais on ne trouve jamais indication de l'appartenance tribale, et cela explique pourquoi la recherche a mis si longtemps avant de s'apercevoir de l'importance de cette réalité culturelle dans le Proche-Orient amorite. Le royaume de Mari se caractérisait par son caractère dimorphique. Ce terme a été mis en vogue en assyriologie par Michael Rowton.
Né en France en 1909 de parents britanniques, il est venu tardivement à l'assyriologie. Il paraît qu'il a fait partie de l'équipe britannique de ski aux Jeux olympiques de Garmisch-Partenkirchen en 1936. En 1952, il obtint son doctorat à l'université de Liège et il partit aussitôt collaborer au dictionnaire de Chicago, où il devint professeur en 1958 jusqu'à sa retraite en 1975. Il s'intéressa au nomadisme à partir de 1964 et ses travaux sont dispersés dans une vingtaine d'articles, le livre dans lequel il voulait les rassembler n'ayant pu être achevé du fait de son décès en 1985. Rowton a donné la définition suivante. J'utilise le terme structure dimorphique pour désigner le type de structure sociale et politique qui résulte de l'interaction étroite entre la société tribale et la société urbaine, entre le nomade et le sédentaire. Il s'agit d'un nomadisme très différent du nomadisme bédouin et je le désigne comme nomadisme fermé, enclosed nomadism en anglais. La question de l'appartenance tribale est certainement l'un des points sur lesquels des progrès radicaux ont été faits ces dernières décennies, en particulier grâce à Jean-Marie Durand. C'est à mes yeux une des contributions majeures à l'assyriologie qu'il ait faite, et je tiens ce matin à lui rendre hommage au moment même où le troisième et dernier tome de sa trilogie sur les premières années du roi Zimrilim de Mari part chez l'imprimeur, avec l'espoir d'une parution avant l'été. Ces travaux ont montré que la définition du dimorphisme par Rowton ne pouvait pas s'appliquer exactement à la haute Mésopotamie du XVIIIe siècle. En effet, on constate dans certains cas que c'est le même groupe tribal qui se divise en deux, au moins pendant une partie de l'année. Une partie reste dans la localité où le groupe s'est installé, tandis qu'une autre partie s'en va avec les troupeaux d'ovins nomadisés à la recherche de pâturage, formant ce qu'on appelle le Naoum. À la suite de Jean-Marie Durand, Hervé Reculot a très justement mis en garde contre une fâcheuse confusion. Je le cite un peu longuement. Il faut ici clairement distinguer entre deux notions, celle de tribalité et de nomadisme, encore trop fréquemment confondues dans les études. Si la première désigne un mode d'organisation sociale, les groupes humains se répartissent entre les différentes tribus ayant chacune leur ancêtre mythique propre, la seconde définit un mode de mise en valeur particulier des ressources naturelles fondé sur l'élevage transhumant. Si elles sont souvent liées, ces deux notions ne sont pas pour autant synonymes, et les mêmes groupes humains se retrouvent en réalité dans chacun des espaces ainsi mis en valeur. Le royaume de Mari est ainsi formé d'une seule et même population, que l'on peut de manière générale définir comme bédouine, c'est-à-dire organisée selon le modèle tribal originellement en vigueur chez les populations nomades qui se sont installées dans la région au tournant des 3e et 2e millénaires, et surtout qui y ont pris le pouvoir, imposant aux populations locales soumises leur organisation sociale. Au temps des archives de Mari, les véritables distinctions entre les différents groupes de population paraissent avoir été, au sein du système bédouin, les divisions entre les différentes tribus et sous-tribus qui divisaient de la même manière nomades et sédentaires. Si l'on peut facilement discerner les différents groupes nomades en fonction de leur appartenance tribale et des pratiques spécifiques qui y sont liées, en termes de parcours de transhumance, d'organisation, etc., il ne faut pas perdre de vue qu'il en va exactement de même en ce qui concerne les groupes sédentarisés. Ainsi, les textes montrent explicitement que tel village ou telle ville est benjaminite ou bensimalite, et au sein même des deux grandes divisions tribales, de quel clan particulier ils ressortissent. À l'appui de cette dernière information, je peux citer une lettre encore inédite dans laquelle il est question de Yashub Dagan, homme de Ziniyan, du clan Yarapaloum. Depuis la publication de ARM 3382, on sait que Yarapaloum est un clan amnanéen. Le point sur la question des appartenances tribales a été fait récemment dans le livre de Nathan Wasserman et Yigal Bloch sur les Amorites. On connaît la grande césure entre les Yaminites, les fils de la droite, donc du sud, dans une civilisation où l'on s'oriente au sens propre, c'est-à-dire en ayant l'Est, l'Orient devant soi,
et les Simalites, les fils de la gauche, donc les nordistes. Alors on préfère aujourd'hui franciser ces noms en Yaminites et Simalites plutôt que Benjaminites et Bensimalites. Et les Yaminites étaient divisés en 5 grandes tribus, Uprapum, Amnanum, Yahrurum, Yarichum et Raboum. Les Simalites, eux, étaient répartis en 2 grandes tribus, donc, qui sont décrits dans les textes en acadien comme Limum, Yabassa d'une part, Acharugayou d'autre part, ces tribus étant elles-mêmes divisées en de nombreux clans. Il existait d'autres grandes tribus, notamment Numra et Yamudbal, et certains textes montrent que l'on pouvait changer d'appartenance. Comme on l'a vu, les individus sont rarement définis en fonction de leur appartenance tribale. Le plus souvent, c'est en fonction de leur localité d'origine qu'ils sont désignés, et on peut citer cette lettre qui dit « Ces gens ne sont en rien des fils des Kallatum, l'un est un fils d'Issin et l'autre un fils d'Apkoum. » Et tout ceci, ce sont des noms de villes. On peut traduire, au lieu de fils, ressortissants, si vous voulez. Par ailleurs, on a un groupe de 2 lettres qui est tout à fait intéressant pour indiquer la manière dont on peut rechercher un individu. Alors la première a été écrite par le gouverneur de Terka, Kibri-Dagan, à propos de Yadi-Raboum, homme de Sahrou, donc une localité. Sujet d'un courrier de Monseigneur, j'ai aussitôt écrit à Yakimadou. Comme je l'avais fait en termes énergiques, Yakimadou a écrit à Yaparlim, le cher Sougagoum de Sahrou, et on a traqué cet homme en faisant le tour des différents villages. À chaque village, on a fait prêter serment par le dieu, cet homme n'a pas été vu. En outre, voilà que Yakimadou a fait porter chez moi rapidement une tablette que Yaparlim lui a envoyée, disant « Fais porter cette tablette chez Monseigneur pour qu'il en prenne connaissance ». Que Monseigneur prenne donc connaissance de cette tablette, cet individu n'a pas été vu à Sahrou. Mais l'affaire eut une suite dont nous informe une lettre acéphale que le contexte permet d'attribuer avec certitude à Yakimadou. Monseigneur m'a écrit en ces termes. Moi, je t'ai écrit à propos de Yahadoum, habitant de Sahrou, mais toi, tu m'as écrit à propos de Yadi-Raboum. Voilà ce que Monseigneur m'a écrit. Aucun courrier n'est venu ici. 2 hommes de Terka sont venus et ils m'ont dit ceci. Kibri-Dagan nous a envoyé chez toi rapidement pour dire « Écris à Sahrou qu'on y recherche Yadi-Raboum et envoie-le-moi ». Voilà ce qu'ils m'ont dit, et aussitôt j'ai envoyé 2 serviteurs à moi chez Yaparlim, le Sougagoum de Sahrou. Cet homme m'a écrit en ces termes « J'ai fait le tour de la circonscription, mais il n'y a pas de Yadi-Raboum ». Et le gouverneur termine en disant « J'ai respecté l'ordre sacro-saint de Monseigneur, mais ceux qui connaissent Yahadoum ne l'ont pas respecté. » Donc on peut reconstituer l'affaire ainsi. Le premier épisode commence par l'envoi d'une tablette au gouverneur de Terka, dans laquelle Zimrilim réclame l'envoi de Yahadoum. Kibri-Dagan envoie 2 messagers à Yakimadou, qui lui-même écrit à Yaparlim, et l'erreur qui a transformé le nom de l'individu recherché, Yahadoum, en Yadi-Raboum, qui est un nom proche, ça s'est produit lors de la transmission orale du message de Kibri-Dagan par ces 2 envoyés. Et alors évidemment, l'enquête du responsable local, Yaparlim ne donne rien, Yadi-Raboum est inconnu, et Yaparlim transmet sa réponse à Yakimadou, qui fait suivre cette tablette à Kibri-Dagan, et Kibri-Dagan fait suivre la tablette de Yaparlim au roi, accompagnée de sa propre lettre. Et le roi se rend compte de l'erreur, on n'a pas recherché la bonne période, donc la bonne personne, donc Zimrilim est très mécontent, et il écrit une lettre de reproche. Et Yakimadou met à la fois son collègue Kibri-Dagan en cause parce qu'il ne lui a pas écrit, mais envoyé un message oral qui n'a pas été correct, et par ailleurs, il met en cause les habitants de Sahrou, qui devaient bien se douter de l'existence d'un problème concernant leurs compatriotes Yahadoum, mais qui se sont bornés à rechercher un Yadi-Raboum qu'ils savaient pertinemment ne pas exister.
Alors, cet exemple montre bien les problèmes d'identification des individus qui existaient dans la Haute-Mésopotamie du XVIIIe siècle, mais nous allons voir que des contrôles étaient néanmoins possibles. Alors, il n'existait bien entendu pas de carte d'identité à l'époque amorite. Comment pouvait-on vérifier l'identité d'un individu, s'assurer qu'il avait bien envoyé une lettre ou qu'il avait souscrit un contrat? Y avait-il des contrôles lors des passages d'un royaume à l'autre, et à quoi servaient les recensements dont nous connaissons l'existence à certaines périodes? Commençons par décrire le recours au sceau-cylindre qui jouait un rôle essentiel, moins comme papier d'identité que comme plus ou moins l'équivalent d'une signature. Les expéditeurs de lettres s'en servaient pour sceller les enveloppes d'argile qui refermaient une tablette intérieure sur laquelle était inscrite leur missive. Cela garantissait à la fois l'identité de l'expéditeur et la confidentialité du message. Bien entendu, en principe, le destinataire brisait l'enveloppe pour lire la tablette contenue à l'intérieur. Le plus souvent, les fragments d'enveloppe étaient jetés. Il arrive que de tels fragments soient retrouvés lors de fouilles soigneuses. Mais dans certains cas, des tablettes étaient conservées sous enveloppe pour une raison ou pour une autre. Ici, vous avez une lettre qui appartenait à un lot de lettres toutes semblables, interceptées et transmises au palais de Marie. Le secrétaire du roi a ouvert une ou deux lettres, et puis quand il s'est aperçu qu'elles étaient toutes identiques, quoique envoyées à des personnes différentes, eh bien, il a laissé le reste sous enveloppe. Le rôle des sceaux dans les textes juridiques est tout à fait différent. Il peut d'abord s'agir du sceau de celui qui s'engage, le vendeur qui abandonne ses droits sur un bien, l'emprunteur qui s'engage à rembourser, etc. Et ici, vous avez un prêt d'argent par le roi de Marie Zimrilim à Yasmaradou, roi de la tribu des Yarirou, rien à voir avec le fils de Samsiadou, et le sceau de ce Yasmaradou a été imprimé sur toute la surface de la tablette. Il peut aussi s'agir de l'empreinte des sceaux de certains témoins d'une transaction, comme vous le voyez sur cette enveloppe de texte juridique, où le texte est intégralement recopié. Les sceaux comprenaient à la fois une scène figurée et une légende qui occupent le plus souvent 3 lignes et qui sont écrites selon l'ancienne orientation du cunéiforme, donc à 90 degrés par rapport à notre façon de lire. Alors, on a la légende classique qui donne le nom du propriétaire du sceau, on dit qu'il est fils de, et puis on a le nom de son père, et ensuite on indique qu'il est serviteur soit d'une divinité, soit du roi. Voici un exemple. Kapi Addou, fils d'Askoudoum, serviteur de Zimrilim, avec une iconographie particulièrement soignée. Alors la mention du nom du père pose un problème particulier dans le cas du roi Zimrilim qui a possédé plusieurs sceaux. Peu après son avènement, Zimrilim envoya une lettre au roi Tichoulmé. Et pour une raison que nous ignorons, cette missive n'a pas été envoyée à son destinataire, elle a été retrouvée dans la salle 115 du palais, enfermée dans son enveloppe. Et on voit sur la face de l'enveloppe une seule ligne d'écriture. Selon la coutume, l'adresse est formulée simplement comme « à Tichoulmé ». Et l'on a partout l'empreinte du sceau du roi avec à la fois l'iconographie et la légende. Et c'est la dernière ligne de cette légende qui pose un problème, alors que partout ailleurs, Zimrilim se présente comme fils de Yardullim. Ici, il est décrit comme fils de Radni, et puis c'est cassé, et on pense que c'est Radni Addou. Pourquoi ? Eh bien parce qu'on a rapproché ce sceau de celui de Adoudouri, qui fut très vraisemblablement la mère de Zimrilim, et elle est désignée sur son sceau comme servante de Radni Addou, et cette façon de faire décrit une épouse secondaire. Par ailleurs, on a une liste qui énumère des femmes avec le nom de leur père, et on voit 3 femmes qui sont décrites comme filles de Radni Addou, qui précèdent une femme qui est décrite comme fille de Sumuyamam.
Or, Sumuyamam était le fils du roi Yardunlim, donc Radniadou était soit un fils, soit un frère de Yardunlim. Autrement dit, biologiquement, Zimrilim était soit un neveu, soit un petit-fils de Yardunlim. Et au début de son règne, Zimrilim s'est fait faire un sceau où il a gardé le nom de son père biologique. Mais très vite, il en a changé, se faisant désigner comme fils de Yardunlim. On peut penser que c'est parce que son père n'avait pas occupé le trône de Mari, alors que Yardunlim avait été roi à Mari, donc un souci de légitimité. Et donc, on voit par là même à quel point les données des sceaux ne peuvent pas toujours être prises au pied de la lettre. Les différents sceaux de Zimrilim montrent que son identité n'a pas été fixée une fois pour toutes. Autre cas où on peut avoir des changements, c'est lorsque le sceau indique en plus le nom du métier, et de ce fait, on peut repérer quelquefois des promotions. C'est le cas de Yassim Soumou. Les empreintes d'un premier sceau se trouvent sur des tablettes plus anciennes, au début du règne de Zimrilim, et là il a le titre de scribe, mais dans les tablettes plus récentes où figurent les empreintes d'un autre sceau de Yassim Soumou, eh bien cette fois, il a le titre de Chandabakoum, la fonction que nous avons vue être occupée par lui dans les textes que nous avons déjà lus. Tout cela étant dit, il faut bien admettre que tout le monde n'avait pas les moyens de se procurer un sceau cylindre, même si tout le monde n'avait pas besoin d'avoir un sceau en lapis lazuli ou en cristal de roche. Même les sceaux en hématite, qui est la pierre la plus courante, en faisaient des objets de prix. Et outre le prix de la matière première, il fallait rémunérer les artisans chargés de graver l'iconographie et le texte. Alors qu'est-ce qui se passait quand quelqu'un devait sceller mais n'avait pas de sceau? On trouve trois cas de figure. On pouvait emprunter le sceau de quelqu'un d'autre, on pouvait imprimer l'empreinte d'un de ses ongles, ou bien on pouvait imprimer la frange du vêtement de l'individu. Et c'est particulièrement visible sur ce texte juridique. Et dans ces trois cas, le scribe rajoutait une mention à côté de l'empreinte permettant de la rattacher à la personne qui ne possédait pas de sceau cylindre en propre. Les autorités avaient bien entendu le souci de contrôler les mouvements des individus et des groupes, aussi bien à l'intérieur de leur royaume qu'à la frontière. L'un des problèmes à affronter, c'était celui de la fuite, et pas seulement des esclaves. En témoigne cette lettre du gouverneur de Katunan, Zakira Hamou. « Quant à ce que mon seigneur m'a écrit, citation, « Celui qui, parmi les Mouchkénous du district, partira pour le pays du Choubartoum sans ton autorisation, saisis-le et fais-le conduire chez moi. » Voilà ce que monseigneur m'a écrit. Les sauterelles ont dévoré le grain du district. C'est pourquoi les travailleurs isolés et les journaliers qui gagnent de quoi manger au moment de la moisson, car on peut faire des gains dans le district grâce à la moisson, la nuit, ces individus quittent maintenant leur demeure et partent vers le Choubartoum pour gagner leur vie, puisque les sauterelles ont détruit les récoltes, il n'y a rien à espérer. Pourquoi aurais-je écrit cela à monseigneur de façon mensongère? Que monseigneur m'envoie son homme de confiance et qu'on examine cette affaire. Si monseigneur dit « donne des ordres fermes pour qu'on garde les routes et ne soit pas négligent quant à ceux qui passent », que monseigneur m'écrive ceci ou cela, mais il faut aussi qu'il m'envoie 90 vaches ou bien 60 bœufs du palais, afin qu'il piétine les aires du palais et que le grain du palais soit rentré rapidement sans perdre de temps. Autrement dit, il y a une sorte de chantage entre le gouverneur et du gouverneur vis-à-vis du roi. Il veut bien appliquer strictement les instructions, quoique ça ne rime pas à grand-chose, et par ailleurs, il souligne au roi qu'il ne dispose pas, lui, des moyens qui seraient nécessaires pour gérer les terres du palais. Et on voit donc que le gouverneur de Katunan rechigne à établir les contrôles routiers que lui réclame le souverain.
Qu'en est-il du passage des frontières? Alors il y a un mouvement qui s'est fait jour, voilà quelques décennies, qui a remis en cause la notion de frontière dans le Proche-Orient ancien. J'avoue ne pas partager ce point de vue. Bien entendu, il ne faut pas avoir de la frontière une vision anachronique. Mais il existait bel et bien des lignes de séparation très claires entre les royaumes, qui étaient surveillés par des patrouilles, et on a des endroits où on a des postes de douane bel et bien constitués. Le contrôle portait en effet aussi bien sur le mouvement des personnes que sur les transports de marchandises. Et je me limiterai aujourd'hui à une seule citation, issue d'une lettre du gouverneur de Sagaratum Yakimadou, Itsiharu de Kallatum, accompagné de Sakumiel, sujet de Monseigneur, est passé en direction de Carchemish. Cet individu escortait 4 femmes esclaves à Carchemish. Je lui ai dit, sans l'autorisation de Monseigneur, un Kadoshubultum pour un pays étranger ne peut pas traverser. Pourquoi n'es-tu pas porteur d'une tablette de Monseigneur? Donc, il s'agissait d'un présent effectué par le roi des Kallatum, Ishmedagan, au roi de Carchemish, qui transitait via la vallée de l'Euphrate. Alors on ne nous dit pas si ces femmes esclaves sont des musiciennes, c'est pas impossible, parce qu'on sait que les musiciennes étaient particulièrement appréciées comme cadeau. En tout cas, le gouverneur ne trouvait pas normal que la caravane soit escortée par un mariotte, mais que celui-ci ne soit pas porteur d'un laissez-passer établi par le roi, et donc il demande des instructions. Un autre motif pour les autorités de contrôler la population de leur royaume, c'était le besoin de disposer de la main-d'œuvre nécessaire, aussi bien pour les différentes corvées que pour la participation aux campagnes militaires. Donc on ne recensait bien entendu que les hommes qui étaient en état de participer à ces opérations. Et cela se faisait lors de recensements qui avaient lieu de temps en temps, les listes étant éventuellement mises à jour de temps à autre. Actuellement, pratiquement tous nos témoignages proviennent de Mari. La première grande opération de recensement que nous connaissons bien eut lieu sous Yasmaradou. 2 modes de conscription différents coexistèrent selon qu'on avait affaire à des sédentaires attachés à un lieu ou à des nomades rattachés à un clan sous l'autorité d'un Sugagum. Je n'ai pas le temps de voir cela en détail et je vous renvoie donc au texte réuni et commenté par Jean-Marie Durand au chapitre 8 de la Lapo 17, ainsi qu'à ce que Nele-Ziegler et moi-même avons écrit dans Florilegium Marianum 5. Un autre grand recensement eut lieu vers le milieu du règne de Zimrilim, et les grandes tablettes, où étaient consignés localité par localité les noms des hommes, étaient regroupés dans des coffres, transportés dans la capitale, et elles ont été retrouvées, et on a même retrouvé certaines étiquettes de ces coffres. Ces recensements étaient pratiqués non seulement dans les villes et villages répartis dans tout le royaume, mais aussi dans la capitale, où les individus étaient répertoriés en fonction des quartiers, ce qu'on appelait des baptûmes, auxquels ils appartenaient. C'est l'une des rares informations dont nous disposions sur la ville de Mari. Eh bien, nous avons fini le cours de cette année, donc de cette semaine, qui nous était consacrée donc au début de l'étude des statuts personnels et du droit des personnes. Et la semaine prochaine, on commencera une série de 2 cours consacrés à la famille. Et je vous remercie de votre attention.